Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Maxi Test, votre magazine d'actualité automobile. Nous nous trouverons à Paris, au DS World, vitrine de la marque premium du groupe PSA, DS. DS Automobile, désormais indépendant, s'appuie sur son héritage des années 50 avec les icônes DS et SM et affiche l'objectif de s'établir comme une marque mondiale dotée de 6 nouveaux modèles d'ici à 2020. Avec 400 000 voitures vendues en un an et demi, cela semble bien engagé. Dans cette édition, nous recevons un invité de marque, un chef triplement étoilé, doublé d'un grand entrepreneur qui redéfinit et fait rayonner la gastronomie aux 4 coins du monde. Yannick, bonjour. Ça va David? Très bien. Merci. Écoute, à toi. merci. On est très fiers de t'avoir avec nous dans cette édition de Maxi Test. Alors on va parler voiture, mais pas que. Juste avant ça, on découvre ensemble le sommaire en images. Dans cet inédit numéro de Maxi Test, nous prendrons le volant de la chic Fiat 500X Cross Plus. Ensuite, nous essaierons le nouveau Toyota RAV4 dans sa version hybride, puis la Seat Ibiza Cupra et son moteur plus puissant, sans oublier l'Audi A4, la star des berlines premium, et enfin la nouvelle génération de Lexus RX 450h. Alors comment tu as commencé dans la voiture? Quel était ton premier véhicule? Mon premier véhicule, j'ai commencé avec la GS Break de mon père, parce que j'ai hérité de sa voiture, parce qu'il venait de s'acheter une CX. Bon, je ne l'ai pas gardé longtemps parce que j'ai eu un petit problème avec elle. Mais bon, il fallait bien se faire les dents sur quelque chose, donc c'est la première voiture avec laquelle je me suis entraîné, on va dire. D'accord, et qui a marqué la fin de la carrière de cette voiture-là. Et puis ensuite? Ensuite, après, j'étais un tempérament assez sportif, j'aimais les sportifs, donc ma première voiture urbaine sportive avec une Opel Corsa GT. Alors c'est un 1300 GT, voilà, noir, magnifique, j'étais très fier de cette voiture. Et puis ensuite j'ai passé pas mal de temps dans des 205 GTI et 309 GTI jusqu'à GTI 16. Ensuite voilà, quelques voitures familiales, parce que les enfants sont arrivés. Voilà, Citroën Picasso et C8. Ah oui, donc là il y en a. Ouais, là c'est forcément. Il y a un décalage horaire. Tout un petit décalage horaire. Et ensuite je suis reparti en 911 chez Porsche, voilà, histoire de rattraper un peu le temps que j'avais pas perdu, mais en tout cas loin des voitures un peu sportives. Donc toujours de la sportivité en fait, hormis cette parenthèse familiale un peu forcée. Mais je crois que la voiture c'est aussi un moyen d'évasion fort, et je crois que quand on a un peu de puissance, c'est vrai que la voiture change tout de suite de tonalité et de plaisir. Alors justement, en parlant d'évasion, nous commençons avec un tour dans les Pyrénées, au volant d'une italienne intrépide, la Fiat 500X 4x4 Cross Plus. De la plaine à la glace, saura-t-elle faire bonne figure? La réponse en images. La Fiat 500X surfe sur le succès de sa petite sœur pour s'imposer sur le marché des compacts. Et si on a tendance à cantonner trop injustement l'italienne à la ville, elle tient à prouver qu'elle sait aussi faire la belle loin des trottoirs. En partageant ses dessous avec le Jeep Renegade, elle aborde sans peur les terrains les plus reculés tout en gardant son look de transalpine séduisante. Qu'on se le dise, cet hiver, la plus chic des compacts italiennes, la 500X, se chausse des bottes adéquates pour rester classe jusqu'au pied des pistes. Elle soigne son look et se déguise en baroudeuse. Pour ça, elle s'habille de bouclier prêt pour l'escalade et rehausse sa garde au sol pour enjamber des troncs qui joncheraient la route. Notre version Cross Plus, ainsi équipée pour affronter les terres hostiles, loin des beaux quartiers, ne perd pas pour autant de son élégance. À bord, on peut garder ses talons ou ses mocassins. Son intérieur ne bouge pas d'un pouce, avec une console au design original, typique de la gamme 500. On se sent plutôt bien assis dans ses jolis sièges, exactement comme dans le modèle classique. On retrouve logiquement les équipements habituels, toutes les aides à la conduite en vogue et une tablette connectée pour agrémenter le voyage. Le fruit du partenariat avec Jeep se traduit par une molette près du levier de vitesse avec 3 modes pour tirer la quintessence de sa transmission intégrale.
Et c'est d'abord sur les routes pyrénéennes, qui nous mènent jusqu'à la principauté d'Andorre, que nous avons mis à l'épreuve notre 500X Cross Plus. Sur le bitume, elle reste la plupart du temps en traction, avec un comportement plutôt sain. Malgré sa hauteur de caisse, elle ne fait pas preuve d'un roulis excessif. On jouit alors des 140 chevaux de son bloc diesel pour peu que l'on sélectionne le programme sport. Elle ne manque alors pas de souffle et offre de belles relances en sortant des épingles de montagne. Sa boîte automatique à 9 rapports permet justement de profiter à plein du couple généreux de ce moteur. Elle se montre douce et rapide en mode automatique, malgré une tendance à la paresse au rétrogradage. Mais prenons un peu de hauteur pour profiter de la vue au-dessus du barrage. Un environnement qui ne fait pas peur à notre 500X, prompte à salir ses guêtres. Et justement, elle dispose d'un mode dédié, ajustant la motricité et le couple entre l'avant et l'arrière. L'électronique et son armée de capteurs réagissent à la vitesse de l'éclair et tirent ainsi l'italienne des situations les plus périlleuses. Au volant, il suffit juste de bien faire attention où l'on pose ses roues, la voiture fait le reste. On essaye aujourd'hui la Fiat 500X, cousine de la Jeep Renegade, puisqu'elle partage la même plateforme, mais dans une version un peu particulière, puisqu'il s'agit de la version 4x4. Alors, il faut savoir que la transmission intégrale de la Fiat 500X est gérée par l'électronique, c'est-à-dire que ce sont les conditions d'adhérence qui vont faire qu'on bascule plus ou moins de motricité entre l'avant et l'arrière. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille la tester dans des conditions d'adhérence particulièrement dégradées sur la glace. Notre Fiat n'en finit pas également de prouver sa polyvalence, jusque sur la glace. Dans ses pires conditions, avec une monte pneumatique appropriée, l'italienne maîtrise la glisse. Là où beaucoup de compacts trembleraient à la première plaque de verglas, la 500X Cross Plus n'a pas peur d'affronter le danger. Sa transmission intégrale perfectionnée, bien aidée par une astucieuse fée électronique fait merveille. Elle gère les dérobades et complète ainsi une tenue de route sans trop de surprises sur ce sol très défavorable. De quoi s'amuser jusqu'au bout de la nuit sur ce circuit de glace qui accueille chaque année le trophée Andros et ses spécialistes de la discipline. Après ce baptême sur circuit de glace, on peut dire que la Fiat 500X en version 4x4 est une voiture extrêmement fiable. Et puis c'est aussi important de noter que malgré le fait que l'ESP ne soit pas totalement déconnectable, on a pris beaucoup de plaisir au travers de cet exercice. On a pu faire de belles dérives du train arrière, ce qui n'était pas franchement évident pour ce type de véhicule. Au final, la 500X Cross Plus, c'est finalement l'une des plus polyvalentes compactes du marché, capable d'affronter toutes les saisons et la plupart des terrains. Cependant, elle refroidit un peu par son prix puisqu'à 30 590 € hors option, à l'exception du Fremont, il s'agit de la plus chère des Fiat. Alors, on vient de voir ces images de glisse là, assez incroyables, de la 500X qui se met en travers comme ça sur le circuit d'Andorre, qui abrite notamment, entre autres, le trophée Andros. Est-ce que tu as déjà conduit sur glace ? Alors j'ai déjà conduit sur glace par force, puisque quand je monte à Courchevel pour aller voir le restaurant le 1947 qui est au Cheval Blanc, les aléas de la route font que parfois les conditions sont un peu difficiles, donc c'est très plaisant et très marrant. Ouais. Et alors justement, est-ce que cette compétition-là, le trophée Andros, ça ferait partie des choses qui pourraient te tenter ? J'aimerais bien faire ça, ouais. Franchement, ça serait un truc assez marrant à faire. Justement bien. Avec plaisir, tu penses. Alors là, on change totalement de registre. La 4e génération de RAV4 se restyle et vient affronter ses concurrents Qashqai et Kadjar avec un plus, sa motorisation hybride. Partons à sa découverte dans les hauteurs d'Alicante. Il y a 20 ans, Toyota lançait l'un de ses best-sellers, le RAV4. Il doit maintenant se battre face à des modèles bien installés comme le Nissan Qashqai ou encore le Renault Kadjar. Et c'est dans ce contexte de concurrence féroce qu'il restyle la 4e génération de son crossover star en lui ajoutant une touche maison, sa fameuse motorisation full hybride. Le soleil se lève donc sur le Toyota RAV4 et le dévoile sous un nouveau jour. Le populaire crossover japonais se refait une beauté et nous montre un visage rafraîchi. Pour autant, ses traits plus modernes s'accordent avec le reste de la gamme.
En témoignent ses phares effilés, reliés par un bandeau noir, au cœur duquel rayonne le logo bleuté. Rien à signaler de profil et pas grand chose à l'arrière. Les évolutions se sont limitées à des feux full LED, plus dans l'air du temps. Pour résister dans les eaux tumultueuses de ce marché très concurrentiel, il fallait aussi que le RAV4 exhibe un habitacle plus valorisant et des équipements à jour. Pour rehausser la qualité perçue, un habillage en cuir court le long de la planche de bord. Pour le reste, la présentation reste simple et la finition quelconque, avec des plastiques qu'on aimerait plus valorisants. En revanche, le RAV4 fait le plein de gadgets. Les aides à la conduite que l'on attend sur ce segment sont bien présentes. Freinage automatique, maintien de fil, régulateur adaptatif, rien ne manque. Enfin, pour agrémenter la vie à bord, l'écran multifonction tactile fait son job, mais avec une certaine lenteur. En adoptant la technologie hybride, le Toyota RAV4 devient plus écologique, c'est sûr, mais aussi plus puissant puisqu'il comporte désormais 197 chevaux grâce à l'adjonction d'un moteur thermique et d'un bloc électrique couplé à une boîte CVT. C'est une combinaison bien connue qui est épatante dès lors qu'on se situe dans un contexte de conduite urbaine ou coulée. On apprécie un peu moins le bruit lors des montées en régime lorsqu'on sollicite le gros de la puissance. L'avantage, c'est que celle-ci est là. Sous le capot, on trouve bien les deux blocs essence et électrique qui développent jusqu'à 197 chevaux ensemble. En quittant la ville côtière de Benidorm, nous profitons du moteur électrique qui adoucit la conduite urbaine. Même si le thermique prend le relais, dès que l'on enfonce trop la pédale ou dès 40 km/h, les à-coups sont inexistants. En tant que full hybride, donc non rechargeable, le RAV4 n'a pas besoin de se brancher sur le réseau pour profiter de l'électricité produite par les barrages de la région. Avec une telle cavalerie, on s'attend à profiter de solides relances, sauf que la boîte à convertisseur donne la désagréable sensation de faire patiner le moteur. Les bruyantes montées en régime finissent par nous fatiguer sur les routes de montagne. La tenue de route de son côté n'est pas mauvaise, mais les mouvements de caisse mériteraient d'être un peu mieux contenus. Dès lors, il faut oublier toute tentative de conduite dynamique. Le RAV4 n'aime pas ça. En redescendant vers la ville, la voiture se montre plus silencieuse et recharge la batterie très efficacement. De quoi profiter à l'arrivée de 3 bons kilomètres d'autonomie électrique. Le châssis réglé pour le confort se montre en revanche nettement moins à l'aise que ses concurrents en virage. Pour ménager les occupants, il faut donc adopter la plupart du temps une allure de sénateur. La consommation peut se maintenir en dessous des 10 litres avec le mode le plus favorable, mais pour ne pas trop gréver l'agrément, on roule avec le programme Sport qui tire le meilleur des deux moteurs. Dans ces conditions, le réservoir se vide logiquement plus rapidement. Au final, le gros point fort de ce RAV4 hybride, c'est d'abord sa douceur de conduite en ville. Sa consommation maîtrisée également, même si le gain paraît moins évident en dehors des agglomérations. Mais il coûte cher, à partir de 33 400 € et jusqu'à 42 000 € avec toutes les options. Alors les SUV, les crossovers, ce sont les voitures à la mode. La DS4 arrive notamment avec une nouvelle silhouette crossback. Est-ce que tu aimes ce genre de voiture ? C'est des belles voitures généralement qui sont assez pratiques à vivre quand on va en montagne, à Paris, pour les chocs et tout. Et j'ai vu passer une DS sur le marché exportation chinois qui est superbe. J'espère l'avoir arrivé en France. Je crois que c'est la Red Ruby, effectivement. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous en termes d'émissions et de consommation. Je crois que c'est une très très belle auto, un peu inspirée du... J'aime beaucoup. Donc ça, si on arrive à se doter de ce genre de véhicule, je serais ravi. Tu seras prêt à franchir le pas. Ouais, je pense ouais. Et à gagner un peu de hauteur. Et les anciennes, alors, est-ce que tu aimes ? Les anciennes autos Oui, oui. Ah bah oui, quand on est dans une voiture comme celle-ci, moi ça me rappelle mon enfance. Mon père a eu DS et ID Break. Donc tu vois, on parcourait nos vacances avec cette voiture. Ma mère est de Lozère, donc on allait dans le sud de la France comme ça. Donc on sortait à Montargis, ensuite c'était que de la petite route. Mon frère était constamment malade. C'est vrai que c'est une suspension tout à fait particulière. Alors là, on se trouve dans une DS19, dans la fameuse coupé Le Paris de 1960, dessinée par Henri Chaperon. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette esthétique-là, au-delà des souvenirs ? C'est un retour en arrière comme ça, dans le temps de l'automobile, c'est toujours assez frappant et flagrant de voir à quel point aujourd'hui on se sent en sécurité dans une auto moderne et de voir le confort et la progression qu'a pu faire la voiture.
Et ça, je trouve que c'est assez remarquable. Finalement, on pourrait suivre la même évolution en cuisine, de voir aussi que c'est une auto ou une sauce et que les sauces aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait longtemps. Donc c'est significatif d'époque, c'est quand même assez fantastique. Très bien. Alors écoute Yannick, moi je te propose de partir à la découverte d'une petite compacte assez sportive, puisqu'il s'agit de la Seat Ibiza Cupra, qui a un nouveau moteur plus puissant. Alors on va voir si c'est pour plus de plaisir au volant, en allant vérifier ça aux Canaries, sur l'île de Tenerife. Dans le monde des petites sportives, Seat compte bien se faire entendre. Face aux 208 GTI et autres Clio RS s'oppose l'Ibiza Cupra. Elle s'arme d'un nouveau moteur TFSI de 192 chevaux et propose une toute autre philosophie. Et il ne faut pas se fier à sa robe discrète qui cache en fait un sacré tempérament. Elle change ses dessous pour une séduction maximale. C'est un produit très, très important. C'est le véhicule le plus vendu pour Seat depuis sa création. 5 millions de véhicules ont été commercialisés. Et puis c'est l'un des deux piliers avec Seat Leon. Donc c'est un véhicule important, ça représente 40% de nos parts de vente sur le marché français. La Cupra gagne en puissance et voit son couple grimper à 320 Nm. Et cela se voit quand on la cravache. En témoigne le 0 à 100 km/h abattu en 6 secondes 7 et une vitesse de pointe de 235 km/h. Des chiffres remarquables pour une sportive de ce gabarit. Ce moteur certes n'a pas l'explosivité des concurrentes plus pointues comme la 208 GTI par exemple. Mais son élasticité la rend plus agréable dans la vie de tous les jours avec un dosage facile de l'accélération. Le châssis montre lui deux visages via les modes confort et sport. Avec le premier, la belle se fait oublier du lundi au vendredi en avalant en douceur les irrégularités de l'asphalte. Une Ibiza des plus classiques en somme. Sauf qu'en appuyant sur le bouton magique, elle raffermit sa suspension pour dévaler les petites routes le week-end. Elle reste certes à bonne distance des illustres GTI, mais démontre une polyvalence supérieure. C'est là toute la force de l'Ibiza Cupra. Moins efficace que les meilleurs, mais bien plus utilisable le reste du temps. Qui plus est, elle enfonce le clou avec son prix canon 22 690 € avec un tas d'équipements que ses concurrentes font payer cher. Enfin, elle consomme, même au plus fort de notre virée, à peine 10 litres au 100. Bref, c'est l'une des meilleures affaires du segment. Alors, avec cet essai Cupra là à Tenerife, le dépaysement est total. C'est génial, hein. Quel est ton souvenir, ton meilleur souvenir de road trip? C'est au Maroc, évidemment, la traversée de l'Atlas en voiture. Les paysages sont somptueux, les routes sont dégagées, on peut rouler un peu fort et tout, donc c'est quand même un vrai sentiment de liberté. Ensuite, je fais beaucoup de moto, alors c'est vrai que la moto offre un sentiment de liberté fabuleux, et là mes meilleurs souvenirs, on les retrouve dans la région bordelaise où avec des copains, on faisait le tour des vignobles et le tour des restaurants. D'accord, oui, c'est pas mal. Après avoir conduit, évidemment. Évidemment, hein, on reprenait pas le guidon. Non, c'était en le sortant de matin table, à jeun, évidemment. Et alors, est-ce qu'il y a un pays ou un continent que tu rêverais de découvrir au volant d'une voiture? Je crois que les États-Unis s'y prêtent bien, partir de Los Angeles, le désert de Mojave, directement jusqu'à Las Vegas, ça aurait quelque chose d'assez extraordinaire. Route 66. Voilà. Ouais. Mais alors, en voiture ou à moto? En voiture. En voiture, Ah oui, quand même. Cabriolet. D'accord, très bien. Ok, pourquoi pas. Écoute, moi je veux bien vous accompagner, j'ai jamais Ouais. fait. C'est parti. En attendant, on va se déplacer un petit peu et on va s'intéresser au berline premium puisque la nouvelle génération d'A4 débarque sur le marché. Reste-t-elle la reine de sa catégorie? C'est ce que nous allons voir en remontant les gorges du Verdon.
renouvelant intégralement son A4, Audi offre une nouvelle vie à son best-seller. De quoi lutter à armes égales avec la récente Mercedes classe C et d'ici peu la prochaine génération de BMW série 3. Reste à savoir évidemment si les nouveautés proposées par le constructeur allemand sont de nature à satisfaire des clients toujours plus exigeants sur le segment des berlines premium. Si la silhouette de cette nouvelle Audi A4 reste dans la même veine que celle de sa devancière, il faut tout de même lui reconnaître quelques évolutions, à l'avant notamment, avec une calandre plus en relief et des phares au regard plus acéré. L'arrière change également en douceur, avec un travail essentiellement au niveau des feux. Cela peut paraître peu, mais compte tenu du succès commercial de cette voiture, on comprend aisément que cette prise de risque soit limitée. En réalité, c'est à l'intérieur qu'Audi se permet de faire sa révolution. Tout d'abord, avec un design de planche de bord très épuré, comme l'a initié la nouvelle A3. L'écran plus grand, apparenté à une tablette, n'est pas rétractable, mais il s'avère très lisible. On accède directement aux commandes de climatisation et pour le reste on manipule les boutons du MMI à proximité du sélecteur de la boîte automatique. Toujours aussi ergonomique notamment avec l'écriture tactile. La qualité de finition, une fois de plus, se montre exemplaire et d'un niveau bien supérieur à celle de la concurrence. Et ce, jusque dans le détail, par exemple, dans la manipulation des molettes, qui donne le sentiment d'effleurer un bijou de technologie. Le Virtual Cockpit, qui se passe des compteurs à aiguilles, transforme quant à lui chaque sortie en une expérience, facilitant la vie derrière le volant. À l'usage, le comportement de cette Audi A4, déjà de haut niveau sur la génération précédente, gagne encore en agrément. Le confort de roulement progresse sensiblement. En outre, l'insonorisation couplée au moteur essence de notre modèle d'essai participe beaucoup au sentiment de quiétude qui se dégage dans l'habitacle. Impression renforcée par l'utilisation d'une suspension pilotée. Le dynamisme ne se voit aucunement sacrifié pour le plus grand plaisir du commercial pressé. Enfin, l'allemande s'inscrit en virage avec précision, certes de manière moins incisive que ses concurrents de propulsion, mais elle garde clairement son cap avec un équilibre rassurant. Côté moteur, le puissant couple offert par le bloc de 150 chevaux de notre version d'essai permet de profiter de reprises énergiques. Cela fait de lui un bon compagnon de route pour s'affranchir aisément d'un semi-remorque par exemple, qui retarderait le planning. En plus, sa consommation réelle, en dessous de 8 litres, dans le moins favorable des modes de conduite, ne fâchera pas son propriétaire au moment de passer à la pompe. On apprécie également sa transmission S-tronique à double embrayage, qui sait se faire oublier en égrénant tous les rapports en douceur. Et si l'envie vous prend, le mode sport vous offrira des changements de vitesse plus incisifs, idéal pour hausser le rythme. Bien que ces tarifs démarrent à 30 850 € en diesel, on s'attend à ce que le panier moyen tourne plutôt autour des 40 000 € pour les professionnels aimant valoriser leur véhicule avec quelques options. Rien de bien surprenant et sûrement pas de quoi mettre un terme à l'incroyable success story de la berline allemande. Alors Yannick, nous sommes à présent devant le nuancier des cuirs à partir desquels les clients DS font leur sélection. L'air est clairement à la personnalisation. Est-ce qu'on ne peut pas établir une analogie entre l'identité et les couleurs qu'un grand chef donne à ses plats? Alors moi, ce que j'aime bien ici, c'est le savoir-faire français. Et je crois qu'on se retrouve bien parce que l'idée d'aller chercher au fin fond de ce que l'on sait, le savoir-faire nouveau, une personnalisation, quelque chose que les clients n'ont pas l'habitude d'avoir ailleurs, c'est finalement ça, le succès d'une entreprise. C'est d'aller chercher dans la créativité ce qui fait l'emblème de notre pays. On a beaucoup de chance ici et je crois qu'il faut continuer à progresser et en tout cas à regarder dans cette direction. Très bien. C'est effectivement très intéressant. Alors, on m'a raconté que entre les différentes possibilités de personnalisation, les selleries, les surpiqûres, les jantes,
les combinaisons de couleurs de toit, on arrivait jusqu'à 8 millions de véhicules distincts. Alors ça j'adore parce qu'en fait en cuisine c'est pareil, j'ai développé un nouveau système pour parler de nouvelles sauces. La sauce c'est quand même un savoir-faire français mais il fallait en faire un moderne. Donc j'ai travaillé sur un système d'extraction, c'est-à-dire j'extrais des aliments un par un le goût qu'ils ont. Une réduction que l'on faisait par le chaud avant, qui est faite par le froid aujourd'hui et qui me permet de composer mes sauces à l'infini. Donc on se retrouve bien sur le même chemin. C'est très intéressant. Nous restons dans le luxe avec la nouvelle génération du pionnier des SUV hybrides, le RX 450H. Peut-il toujours s'imposer? C'est au Portugal que nous avons mis à l'épreuve. Revoilà le Lexus RX, le pionnier des 4x4 de luxe hybride, est de retour dans une version améliorée. Et il ne compte pas le faire en catimini. Les designers se sont encore lâchés, comme sur le NX. Ainsi, son look futuriste et atypique, à l'instar d'un concept car, le différencie nettement de ses concurrents. Son regard diamanté et acéré, cet énorme calandre, ou encore ce profil fuselé, tous ces éléments font mouche et le RX fait tourner les têtes. On aime ou on n'aime pas, mais une chose est sûre, il ne laisse pas indifférent. Cerise sur le gâteau, il change également à l'intérieur avec une présentation à la Lexus, c'est-à-dire moderne et de qualité. On ne passe pas à côté de l'énorme tablette façon BMW sur la planche de bord. Évidemment, il s'équipe de tous les gadgets dernier cri. Cela dit, pour un véhicule si haut de gamme, on aimerait un peu plus de raffinement. Et comment marche donc cet hybride? Eh bien, tout se fait automatiquement. En ville, il faut avoir le pied léger pour profiter de l'électrique, mais pas longtemps. À peine quelques kilomètres à cause d'une batterie de faible capacité. Comme le RX 450H n'est pas rechargeable, il reste donc assez éloigné de ses concurrents à l'autonomie de 20 à 30 km. En plus de cela, le V6 se réveille des 30-40 km/h pour compléter la puissance insuffisante du moteur électrique quand on a besoin d'accélérer franchement. Il se laisse conduire néanmoins en douceur et dans un confort assez remarquable grâce à sa suspension pilotée. Son châssis clairement taillé pour la balade convient cependant aussi à une conduite dynamique. Pour les plus pressés, un mode dédié tire d'ailleurs le meilleur des deux blocs pour profiter des 313 chevaux mis à disposition. Ceci étant, il vaut mieux laisser l'électronique choisir le mode le plus propice pour optimiser votre consommation. En agglomération, elle tourne autour des 6 à 7 litres avec de bonnes phases de recharge. Sortie de ces situations, en revanche, elle s'envole à 10 litres en moyenne. Du coup, on se demande si le jeu en vaut vraiment la chandelle face à un diesel de même puissance à la consommation moins fluctuante. Alors qu'il fut à la pointe en refusant d'être plug-in, le japonais fait désormais malheureusement un peu moins bien. Et pour le portefeuille aussi, un X5 hybride rechargeable et technologiquement plus avancé coûte bien moins cher, environ 70 000 € pour l'allemand contre au moins 83 000 pour le Lexus. Malgré ses prestations en hausse, le Lexus RX 450H ne peut plus compter sur sa seule technologie pour convaincre. Toutefois, il permet à ses propriétaires de s'afficher au volant d'une voiture singulière sans rogner sur les performances et le confort est définitivement son point fort, un confort qui perdure de génération en génération. Alors, après le RX 450H, il y a également deux modèles de la gamme RC qui vont arriver chez Lexus, donc une actualité assez chargée. Quels sont tes projets, Yannick? Alors le projet qui m'occupe le plus de temps aujourd'hui, c'est de faire rentrer le pavillon Ledoyen dans le 21e siècle. Donc
qu'on est chez DS et c'est pas un hasard que nous sommes ici. Vous en saurez un peu plus tard, je vous donnerai un peu les grandes lignes. Et on refait entièrement la salle à manger, donc cuisine et salle à manger complètement moderne, avec un esprit nouveau, avec une vue sur les Champs-Élysées fabuleuse. Donc c'est quelque chose exceptionnel pour nous. Donc on va rendre un projet exceptionnel. C'est une aventure que tu as initiée il y a quoi? Il y a 1 an et demi maintenant à peu près? L'arrivée au pavillon Bedoyen, c'est 1 an et demi. Et donc aujourd'hui, nous sommes prêts à planter cette maison sur le mapping mondial. Très bien, bah écoute, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Mille merci d'avoir répondu présent pour cette invitation. À bientôt, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons Paris et le DS World pour vous donner rendez-vous le mois prochain dans Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.